Je vous présente la personne qui va être avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Danica Belzile. Allô Danica. Bonjour. Comment ça va Danica? Ça va super bien, je suis très contente d'être ici avec vous. Danica, est-ce qu'on fait un petit tour dans l'expo? Tu nous emmènes? Bien sûr. Et après on s'arrête où tu veux. Exactement, parfait. Juste avant, d'abord, on va parler de Mars aujourd'hui. Et je voulais vous dire, en fait, c'est quoi Mars? Donc Mars, c'est une planète qui est à côté de la Terre. À côté, c'est notre planète voisine. Vous connaissez peut-être vos planètes du système solaire. On a au début Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc 4 planètes rocheuses. Et Mars, eh bien, elle est 2 fois plus petite que la Terre, donc plus petite que notre planète. Et en fait, si on prenait tous les continents de la Terre et qu'on les mettait ensemble, ça ferait la surface de Mars. Donc, quand même une relativement petite planète. Et là, pour vous mettre à jour, aujourd'hui, il n'y a personne sur Mars. On n'a jamais envoyé aucun astronaute sur la planète rouge. Et ça viendra peut-être dans quelques décennies, qui sait. Mais pour l'instant, il y a seulement des robots sur Mars. Donc, c'est la seule planète entièrement peuplée de robots. Je crois que les robots, c'est un peu ton dada. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment... Honnêtement, ils font un super beau travail pour l'exploration de Mars. Donc, on les aime bien, nos robots. Puis on va en parler un peu plus tard aussi. Donc, on va commencer l'expo ici. Donc, on a une télé ici qui montre la météo sur Mars. Parce que même si Mars ressemble à un énorme désert, je vous garantis qu'il fait comme plus froid sur Mars qu'au pôle Nord. Donc, à certaines places, là, il fait super froid. Ça peut descendre dans les moins 100 degrés Celsius. Puis aujourd'hui, là, proche de l'équateur, là, sur Mars, là, il fait environ moins 20 degrés Celsius max, minimum moins 72 degrés Celsius. Donc, extrêmement froid. Et vu qu'il fait aussi froid sur Mars, ben en fait, on peut pas sortir dehors sur Mars. Donc, si on envoyait des gens là-bas, ben il faut absolument des combinaisons spatiales pour sortir dehors. Et il fait pas seulement froid, il y a aussi pas d'air sur Mars. Il y en a très peu. Donc, l'atmosphère est comme 1% de celle de la Terre. Donc, vraiment pas beaucoup d'air. Et en plus, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère de Mars. C'est juste du dioxyde de carbone qui est toxique pour nous. Donc, vraiment, ne pas sortir sur Mars sans combinaison spatiale, sinon vous allez mourir littéralement. Merci de le rappeler. Oui, c'est ça. Faites attention. On l'oublie des fois, là, mais pas sortir dehors sur Mars. Alors, parlant de combinaison spatiale, on en a des belles ici dans l'exposition rouge. Donc, en fait, les combinaisons spatiales, on les utilise depuis déjà longtemps pour les missions Apollo, entre autres. Quand on a envoyé des astronautes sur la Lune, il fallait des combinaisons très grosses, très lourdes, qui allaient protéger contre les températures très froides sur la Lune, mais aussi contre les températures très chaudes. Parce que, par exemple, la Lune, elle n'a pas d'atmosphère. Et donc, il n'y a pas de couverture sur la Lune, donc les températures changent beaucoup. Donc, sur la Lune, il peut faire très froid, dans les moins 100 quelques degrés Celsius, et il peut faire très chaud, jusqu'à 114 degrés Celsius. Donc, les astronautes étaient équipés de grosses combinaisons qui permettaient de résister à ces grandes variations de température-là. Donc, c'est vraiment crucial pour la mission, vraiment. Et parlant d'exploration de la Lune, en fait, la NASA a un programme, une mission qui s'appelle Artemis et qui va envoyer des astronautes sur la Lune pour une deuxième fois. Donc, les missions Artemis, en fait, dès l'année prochaine, en avril 2026, nous aurons un astronaute canadien qui s'appelle Jeremy Hansen qui va aller faire un tour de la Lune. Donc, une mission d'environ 10 jours avec 3 autres astronautes. Ils vont embarquer dans leur capsule, faire un tour de la Lune et revenir sur Terre. Puis ça, en fait, c'est comme une mission test pour éventuellement, en fait, dès 2027, envoyer des personnes sur la Lune, dont la première femme à faire un pas sur la Lune. Donc, ça s'en vient, là, 2026-2027. Là, donc, gardez un œil là-dessus. C'est très, très bientôt, dans le fond. Ouais. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait une femme. Oui, vraiment, ça, vraiment très, très, cool. très cool. Et même dans la prochaine mission aussi, il y aura une femme à bord. Donc, c'est vraiment super. Par contre, les missions vers Mars, ça va être dans sûrement très longtemps. On n'a pas la technologie présentement pour envoyer des personnes en toute sécurité sur Mars, parce qu'entre autres, là, en fait, il y a tellement de défis différents. Mais juste pour vous donner une idée, pour se rendre à Mars, ça prend 6 mois. Donc, 6 mois de voyage dans un petit vaisseau spatial. Et l'affaire, c'est que dans l'espace, en plein milieu entre Mars et la Terre,
il y a beaucoup de radiations qui viennent de notre Soleil, de notre étoile, le Soleil, qui envoie plein de radiations qui sont nocives pour la santé. Et on ne sait pas encore comment protéger les astronautes de ces radiations-là. Alors, ça se peut qu'il y ait des maladies, des cancers, juste en faisant le voyage vers Mars. Donc, on veut des gens en santé une fois qu'ils arrivent sur Mars. Donc, c'est vraiment un des grands enjeux. Mais aussi, rendu sur Mars, il y en a une panoplie d'autres enjeux aussi. Juste quand on arrive sur Mars, après un voyage de 6 mois dans l'espace, nos muscles sont atrophiés, ils sont pas aussi forts. Nos os aussi ont diminué, ils sont moins solides. Et on le voit avec les astronautes dans la Station spatiale internationale. Lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils sont pas capables de marcher. Alors imaginez arriver sur Mars et vous n'êtes pas capable de marcher, mais là, vous êtes sur une autre planète, il n'y a personne pour vous aider. Et il faut que vous bâtissiez quelque chose. C'est quand même tout un défi. Donc ça, c'est à bien y penser aussi. Donc, on ne sait pas encore à quoi va ressembler le futur sur Mars. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va sûrement être des petites bases. On ne va pas déménager sur Mars. Comme vous avez vu, là, Mars n'est pas un endroit très amusant à vivre. Il n'y a pas d'air, il fait froid, c'est vraiment pas cool. Donc, ça serait vraiment pour envoyer quelques astronautes sur Mars. Puis ça, c'est si on le fait dans quelques décennies. Tu l'as peut-être mentionné, mais que seraient les différences côté équipement par rapport à une mission sur la Lune? Oui, donc dans le fond, sur Mars, il y a quand même un peu plus d'atmosphère que sur la Lune. Sur la Lune, c'est presque le vide spatial, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc, il y a ça qui influence. Et aussi la gravité sur la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre. Donc, les astronautes, ils rebondissent un peu partout. Mais sur Mars, la gravité est 3 fois moindre, donc 2 fois plus que sur la Lune. Donc, il faut que les combinaisons soient plus légères aussi que celles qu'on a faites pour la Lune. Donc, idéalement, ça serait des combinaisons très légères, flexibles, qui permettent de faire plein de mouvements, comme prendre des roches, se pencher. Parce qu'encore aujourd'hui, on a de la misère à faire des combinaisons qui protègent contre les températures qui fluctuent beaucoup et en plus qui sont flexibles. Donc ça sera un défi à résoudre pour les missions martiennes si on en fait plus tard. On a une question de Lorgibus, excuse-moi, avant d'enchaîner. Pas de problème. Qui nous demandait par rapport au fait de miner sur Mars. Qu'y a-t-il de bien à miner sur Mars pour qu'il y ait un tel engouement pour certains à vouloir y aller avec des humains à part de la rouille, du fer et de l'oxygène? Quel est l'intérêt finalement d'aller sur Mars? En fait, il n'y a pas l'intérêt d'aller sur Mars, du moins scientifique, de la NASA par exemple. Ce n'est pas du tout d'aller prendre des minéraux sur Mars. En fait, ça serait extrêmement plus coûteux d'aller extraire des minéraux sur Mars que de recycler, mettons, des minéraux ici ou de prendre d'autres minéraux ici. Donc, ça serait trop coûteux pour que ce soit rentable, en fait, d'aller miner ailleurs. Même sur la Lune ou sur des astéroïdes, c'est tellement hors de notre portée, ça serait tellement coûteux, donc très, très peu rentable. Donc, l'objectif scientifique de la NASA d'aller sur Mars dans les années 2040, là, on parle, c'est vraiment d'avoir une présence humaine sur Mars, d'apprendre à être autonome de la Terre aussi, mais surtout de faire des découvertes scientifiques. Parce que là, présentement, on a des robots sur Mars, mais ils sont limités parce qu'on ne peut pas envoyer tous les instruments qu'on veut sur la planète rouge. Il faut limiter nos instruments parce qu'on ne peut pas tout envoyer. Donc là, d'avoir des personnes sur Mars qui peuvent se promener, faire comme « Oh, cette roche-là est vraiment intéressante », de la prendre, de la ramener dans leur laboratoire, de l'analyser, c'est pas mal plus efficace qu'un robot. Donc ça, ce serait un des intérêts. Mais honnêtement, l'intérêt principal, c'est comme d'explorer l'espace, d'envoyer des astronautes, d'aller plus loin de la conquête spatiale, par exemple. Mais encore là, on ne va pas déménager l'humanité sur Mars, donc c'est vraiment plus d'un intérêt scientifique et d'exploration spatiale. Est-ce qu'on nous parlait un petit peu d'un certain monsieur Musk? Oui, c'est ça, oui. Lui, il a des ambitions. Ouais, c'est ça, ses ambitions sont ridicules, littéralement. Puis, je ne suis pas la seule qui dit ça. Là. En fait, presque tous les astrophysiciens et les personnes qui travaillent dans l'industrie spatiale, là, dans la NASA et tout, trouvent que c'est ridicule. C'est deadline pour aller coloniser Mars. Donc, lui, son objectif, c'est faire comme une espèce de ville martienne, mais c'est basé sur
Pas grand-chose, honnêtement. On dirait qu'il ne se connaît pas trop sur les défis humains qu'il y a d'envoyer des gens sur Mars. Puis, par exemple, si il veut, par exemple, coloniser Mars, juste faire des enfants sur Mars, l'enfant ne va pas pouvoir revenir sur Terre, là, parce qu'il sera habitué à une gravité 3 fois moindre. On ne sait pas du tout comment ils vont se développer, si c'est possible même d'avoir un enfant, d'accoucher d'un enfant sur Mars. Donc, il y a tellement d'enjeux éthiques. Donc, c'est vraiment hors de notre portée. Donc, vraiment, ces idées sont un peu irréalistes. Puis s'il le fait bientôt, ben je pense pas que ça sera très sécuritaire. Les gens qui vont envoyer là-bas, ce sera sûrement pas des astronautes professionnels, ce sera des gens, des millionnaires, sûrement milliardaires, qui veulent marquer l'histoire, mais qui vont peut-être pas revenir de Mars, qui sait. J'imagine que ça, c'est l'une de tes questions les plus fréquentes. Oui, c'est sûr, on essaie de démystifier ça. Là, on va pas aller sur Mars, déménager l'humanité là-bas. Là. Donc, juste quelques astronautes par la NASA dans les années 2040, 2050, si on sera là. On nous dit, et pourquoi pas terraformer Mars avec des robots? Ça aussi, c'est une question que j'ai beaucoup. Ah oui? Puis en fait, mon argument, c'est si terraformer, dans le fond, c'est transformer une autre planète en la Terre. Okay. Comme par exemple ramener des océans sur Mars ou genre planter des arbres et tout. Mais l'affaire, c'est que si on a la technologie pour terraformer une autre planète, on a très bien la technologie pour terraformer la Terre, la reterraformer, améliorer l'atmosphère, d'enlever le CO2. On aurait vraiment les compétences pour faire ça si on a les compétences pour terraformer une autre planète. Donc, il y a plus d'intérêt à le faire sur Terre. Oui, on est déjà beaucoup plus d'intérêt parce que, honnêtement, c'est scientifiquement presque pas faisable de terraformer Mars. Honnêtement, on voit pas ça dans le siècle-ci. Donc, ça serait vraiment des technologies là, complètement hors de notre portée. Sauf qu'il dit qu'il rajoute, pensons simplement au développement du système immunitaire des enfants, impossible dans un environnement martien. Aussi, mais oui, tellement de choses. Ouais, pour la santé, parce qu'on est fragile, les humains. Là. On est nés sur cette planète-là, on a évolué avec la Terre, les écosystèmes de la Terre. On n'est pas fait pour aller vivre sur la Lune, sur Mars. Et donc, la santé est vraiment un gros enjeu là, quand on parle d'aller ailleurs dans l'espace. Ouais. On enchaîne? Oui, bien sûr. Allez. Donc, un des autres gros défis d'aller sur la Lune, sur Mars, c'est l'autonomie. Parce qu'on ne peut pas dépendre constamment de la Terre pour comme nous envoyer de l'eau ou nous envoyer du matériel et tout. Il faut à un moment donné qu'on soit autonome, sur la Lune par exemple ou sur Mars. Donc ici dans l'exposition, on a une section poterie martienne. Donc ça, c'est une idée qui est qu'on pourrait faire de la poterie avec du sol de Mars. Et ça, je trouve que ça serait quand même une bonne idée parce qu'on n'aurait pas besoin d'apporter dans nos propres assiettes de la Terre. On pourrait les faire depuis Mars. Donc, juste une petite idée comme ça, par hasard, si on va ailleurs sur la Lune ou sur Mars. Mais un des plus gros enjeux, c'est l'eau. L'approvisionnement en eau dans l'espace, en fait. Et donc, derrière moi, on a cette impressionnante machine qui permet de capter l'humidité de l'air qu'on respire. Donc, nous, on expire plein de gouttelettes d'eau. Donc, cette machine-là sert à comme, capter ces gouttelettes d'eau-là et donner de l'eau qu'on peut ensuite utiliser pour boire et tout. Mais déjà, dans la Station spatiale internationale autour de la Terre, il y a déjà des systèmes de filtration d'eau qui sont super performants. Donc, entre autres, on recycle l'urine des astronautes et c'est cette eau-là qu'ils boivent. Mais vraiment, il ne faut pas s'inquiéter, c'est complètement purifié. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il enlève toutes les pathogènes, les bactéries qu'il y a là-dedans et ça devient de l'eau parfaitement potable. Et cette technologie-là a été développée uniquement pour la Station spatiale internationale. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. Mais aujourd'hui, cette technologie-là est utilisée sur Terre aussi pour filtrer l'eau. Donc, ça, c'est un des exemples que quand on développe des technologies pour l'espace, la plupart du temps, ça a des retombées ici sur Terre. Donc, ça aussi, c'est un autre beau exemple. Puis la première chose qu'on pense, c'est la télécommunication. Oui. La première chose qui a été développée sur l'espace. Effectivement, oui. Puis une autre plus concrète aussi, c'est les caméras de nos téléphones ont été développées, entre autres, par des télescopes spatiaux. Donc, pour les télescopes spatiaux, on avait besoin de petites caméras super performantes qui sont vraiment minuscules. Et c'est devenu les caméras qu'on a dans nos téléphones de tous les jours. Donc, ouais, c'est une autre technologie qui a bien servi.
Donc, ouais, une belle machine pour l'eau. C'est bon à savoir parce que souvent, on n'imagine pas tel impact que ça a sur notre vie de faire l'exploration spatiale. C'est pas juste d'aller pousser les limites des savoirs et d'aller ailleurs que sur Terre. Ouais. Ça peut vraiment changer notre quotidien. Là. Oui, vraiment. Puis, ce qui est fun avec l'espace, quand les gens développent des technologies pour l'espace, c'est qu'ils n'ont pas de contraintes. Dans le sens où il n'y a pas de contrainte de genre, il faut que ce soit profitable puis que ça fasse des revenus et tout. Non, c'est juste, on a des problèmes, il faut les résoudre. Genre, c'est quoi les meilleures façons de résoudre ces problèmes-là? C'est comme ça, on pousse nos limites de la technologie, puis c'est ça qui permet de faire des belles avancées scientifiques. Ouais. Puis sinon, continuons sur l'autonomie. Oui. Un autre facteur, c'est on aurait besoin de cultiver, de faire de l'agriculture sur, par exemple, la Lune ou sur Mars. Donc, de faire pousser nos propres plantes. Parce qu'on ne peut pas tout le temps amener de la nourriture avec nous si on va, par exemple, sur Mars. Et donc, ça serait bien de faire pousser des plantes sur Mars. Et vous avez sûrement vu le film Seul sur Mars, où il fait pousser des patates avec du sol martien. Il y a des gens qui essayent de faire ça, des scientifiques qui font pousser des plants dans du sol martien. En fait, c'est pas le vrai sol martien, on imite le sol. Puis, ça marche. On est capable de faire pousser des plantes. C'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de défis là, pour faire pousser abondamment beaucoup de plantes, mais peut-être que ça va se faire. Donc ici dans l'exposition, on a une belle petite serre pour vous montrer à quoi pourrait ressembler une serre martienne. Alors les amis, on va rentrer, mais ça se peut que ça coupe, ok? Qu'on s'accroche. Et on revient tantôt si jamais. Ça ne coupe pas. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Est-ce qu'on se pose ici pour discuter un petit peu? Oui, on peut bien. Dans le fond, déjà, dans la Station spatiale internationale, on fait pousser de la laitue. On a même fait pousser déjà des fleurs à bord, donc à un petit niveau, là, pas aussi gros que ça. Là. Mais les astronautes ont déjà pu manger de la laitue poussée dans l'espace. Puis on espère rendre ça plus commun, plus efficace pour pouvoir nourrir une partie des astronautes parce qu'on envoie beaucoup de nourriture à la Station spatiale internationale, vraiment dans des paquets congelés, séchés. Donc c'est vraiment pas de la qualité gastronomique que les astronautes ont quand ils vont dans l'espace. Donc c'est le fun de pouvoir manger quelque chose de frais, comme une tomate fraîche dans l'espace, par exemple. Donc ça peut aussi ça comble aussi des lacunes dans leur alimentation. Et si on va sur Mars, dans le fond, là, on ne pourra plus juste envoyer de la nourriture aux astronautes sur Mars. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu. Ils vont devoir partir avec de la nourriture, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils la produisent, leur nourriture aussi. Là. Donc, c'est là que l'idée d'avoir une serre sur Mars est une idée qui est pensée. Mais déjà, aujourd'hui, là, vraiment, l'Agence spatiale canadienne, elle finance beaucoup de projets sur faire pousser des plantes dans l'espace. Puis on a un chercheur ici au Jardin botanique qui collabore avec l'Agence spatiale canadienne pour faire pousser des plantes dans l'espace. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc c'est vraiment une priorité. C'est quoi un repas classique, mettons, pour l'instant? Ouais. Mais dans le fond, je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent au quotidien, si c'est répétitif, mais je sais qu'ils ont le droit de faire des demandes spéciales, d'apporter un plat qu'ils aiment beaucoup dans l'espace. Donc, par exemple, il y en a qui ils veulent un plat préparé par leur conjointe, par exemple. Donc, ils vont recevoir une lasagne congelée de leur conjointe. Donc, je sais que des fois, ils ont le droit d'avoir des petites gâteries comme ça. Mais sinon, c'est n'importe quoi qui se congèle bien, qui se sèche bien et qui se congèle bien, parce qu'il faut que ce soit bien compact pour pouvoir l'envoyer dans l'espace, dans le fond. T'as Croxicrouille qui nous dit, mais comme c'est la course à l'ego entre les pays, il y a des millions mis dans les recherches technologiques, c'est vrai que
chaque pays essaie de faire sa propre exploration. Puis Oui, c'est sûr que c'est une vraie guerre géopolitique aussi, là, Oui, l'exploration effectivement. spatiale. Oui, définitivement. Au moins, tu sais, l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale européenne et la NASA, eux, ils collaborent bien ensemble. Puis sinon, il y a d'autres agences comme en Chine. Au Japon, le Japon aussi collabore beaucoup avec les autres agences. Mais il y en a aussi qui font un peu à leur tête. Mais, tu sais, pourquoi pas, dans le sens où ça nous permet d'avoir plus de missions. Comme par exemple, la Chine a envoyé beaucoup de missions sur la Lune qui nous apprennent plus sur la Lune. Donc, c'est des missions scientifiques. Donc, moi, je dis oui à plus de sciences partout dans le monde. Moi aussi, on n'a jamais assez, là, clairement. Non, c'est ça. Frédéric Pitre, est-ce que c'est lui? C'est exactement lui. Okay, exactement, merci. J'avais oublié son nom. C'est Sophie qui nous parle de ça. Chercheur à l'IRBV, qui a travaillé sur le sol martien pour la croissance de végétaux. Oui, exactement. Ouais, donc ça se fait, là. C'est vraiment... Il y a des gens qui travaillent là-dessus, présentement. Donc, ici, nous avons le rover Persévérance, qui est notre tout nouveau bébé sur Mars. Il a été envoyé en 2021. Il a atterri sur Mars en 2021. Et vous avez peut-être entendu parler de ce rover-là parce qu'on a une ingénieure aérospatiale qui s'appelle Farah Alibé, qui est québécoise, qui travaille à la NASA, qui a travaillé sur ce robot-là. Donc, elle a passé dans beaucoup d'entrevues pour parler de Mars et de Persévérance, entre autres. Donc, Persévérance, c'est comme un genre de... tout aussi gros qu'une petite voiture environ. Donc, un gros robot quand même. Et il se promène sur Mars dans le delta d'une ancienne rivière. Parce que oui, Mars a déjà été bleu, sûrement. Elle a sûrement eu déjà des océans, des lacs, des rivières. Et ça, il y a quelques milliards d'années de ça. Et la job de Persévérance, c'est d'essayer de trouver des traces de vie passée sur Mars. Donc là, aujourd'hui, Mars est aride, genre, il fait froid, c'est un désert. On pense pas qu'il y a de la vie présentement sur Mars. Et là, quand je parle de vie, là, je parle de micro-organismes, donc des petits microbes ou comme des bactéries. Ça pourrait aussi être des choses plus gros, mais on s'attend à des petites formes de vie. Donc présentement, on pense pas qu'il y ait aucun microbe vivant sur Mars. Mais peut-être que dans le passé, quand Mars avait des océans, il y aurait peut-être pu avoir des formes de vie qui se sont développées dans ces océans-là. Donc, c'est ce que Persévérance essaye de chercher dans le sol. Et il y a aussi son ami, Curiosity, qui a été lancé en 2012, donc qui est arrivé sur Mars en 2012. Puis il est encore actif sur Mars. Okay. Il est dans le Gale Crater, et qui est aussi un ancien lac, dans le fond. Et tout récemment, il a fait une découverte de possiblement d'anciennes traces de vie. Donc, en fait, on a trouvé des acides gras qui composent nos cellules, les membranes de nos cellules. Donc, on a trouvé des fragments de ces acides gras-là sur Mars. Reste à savoir si on considère ça comme un signe de vie ou pas, mais c'est quand même assez surprenant pour les chercheurs de trouver ça dans la roche. Donc peut-être qu'il y a bel et bien eu de la vie avant sur Mars. Donc c'est quand même assez impressionnant de penser à ça. Et c'est grâce à nos robots qu'on le sait. Donc pas besoin d'envoyer d'humains sur Mars parce que nos robots le font super bien. Mais aussi une autre des missions de Persévérance, c'est que lui, il se promène, puis il récolte des échantillons. Donc, les scientifiques sur Terre, ils observent le paysage, puis ils disent « Ah, cette roche-là, là-bas, elle semble intéressante. » Puis le Persévérance se déplace à la roche, il fait un petit trou dans le sol, il met l'échantillon dans un... il garde l'échantillon dans son ventre, sous le robot. Puis, il conserve ces échantillons-là pour, éventuellement, qu'on puisse les récupérer et les ramener sur Terre. Donc, une des missions qui est prévue dans les années 2030, c'est d'envoyer une mission de retour, dans le fond. On va aller sur Mars avec des robots, donc pas d'humains, pour récupérer les échantillons laissés par Persévérance et pour les ramener sur Terre, pour qu'on puisse les étudier dans les laboratoires ici sur Terre. Parce que Persévérance et Curiosity sont limités dans les instruments qu'ils ont. Ils ne peuvent pas tout faire avec la roche. Mais si on ramène les échantillons sur Terre, là, on peut tout faire. Puis les ramener, ça prend 6 mois, c'est ça? Oui, ça prend 6 mois environ, aussi. Donc, c'est long aussi, mais c'est faisable. Ça coûte très cher. Les estimations sont quand même à quelques milliards de dollars. Donc, c'est un des projets les plus coûteux de science. Mais honnêtement, ça serait fantastique d'avoir accès à ces échantillons-là parce que ça nous renseignerait non seulement sur le passé de Mars, peut-être même le passé biologique de Mars, donc s'il y a vraiment eu de la vie avant, mais ça nous renseignerait aussi sur
notre système solaire, la formation des planètes. Et là, on pourrait dater exactement quand est-ce que cette planète-là a existé, a commencé à se former. Donc, ça ferait vraiment de grandes découvertes partout dans les domaines de la science des planètes et tout. Donc, ça serait vraiment pertinent de ramener ça sur Terre. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les différentes parties du robot? Oui. Donc, dans le fond, il y a un bras ici qui est extensible et ici, il peut vraiment faire des trous dans la roche, il peut percer la roche. Pas très profond, là, mais assez pour avoir un bon échantillon. Puis sinon, toute la science là, se passe vraiment comme à l'intérieur du robot. On a plein de caméras et tout qui permettent d'analyser chaque échantillon. Mais un instrument qu'ils ont mis à bord, qui est quand même intéressant, ça s'appelle MOXIE. Puis c'est une petite boîte qui permet de transformer, en fait, de créer de l'oxygène sur Mars. Et il a réussi à créer assez d'oxygène pour comme faire durer, pour qu'une personne puisse respirer sur Mars pendant genre 10 minutes. Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'il soit capable de faire ça avec l'atmosphère de Mars, de séparer en fait le CO2 et l'oxygène pour garder seulement l'oxygène. Donc ça pourrait être une technologie qui va peut-être servir si on va sur Mars, d'avoir de l'oxygène qu'on peut produire. Parce que je vous rappelle, Mars n'a pas beaucoup, n'a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il l'a sous forme de gaz carbonique. Donc, il faut vraiment séparer l'oxygène du gaz carbonique pour pouvoir le respirer, dans le fond. Ouais, donc c'est vraiment plein de petits instruments comme ça à bord. Et aussi, un autre qui ne fait pas partie de Persévérance, mais qui a voyagé avec lui, c'est un petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity. On ne l'a pas ici, là. Mais donc, c'est un petit hélicoptère, environ gros comme ça, qui a volé sur Mars plusieurs fois. Et en fait, quand les ingénieurs ont créé Ingenuity, ils ne pensaient pas nécessairement que ça allait marcher parce que l'atmosphère de Mars est super mince. Et donc, comment on fait voler un hélicoptère sur Mars? C'était pas clair si ça allait marcher ou non. Mais ils ont quand même décidé d'envoyer cet hélicoptère-là sur Mars, de l'essayer. Et ça a été un énorme succès. Il a volé, je pense, des dizaines, même des centaines de fois. Plus de fois que ce qu'on s'attendait. Là. On pensait qu'il allait voler une ou deux fois, mais finalement, il a vraiment surpassé tous les records. Donc vraiment, ça l'a montré qu'on peut envoyer des drones sur Mars et faire voler dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment une grande avancée technologique aussi. Puis tantôt, tu as parlé de la météo. Oui. Est-ce qu'il y a du vent sur Mars? Oui, il y a du vent sur Mars, mais l'atmosphère est mince. Et donc, les vents ont peu de force sur Mars quand même. Mais il y a beaucoup de cratères sur Mars, comme vous avez peut-être remarqué. Et ces cratères-là sont très profonds. Alors, plus on va creux dans le cratère, plus l'atmosphère devient dense parce qu'on se rapproche du centre de la planète. Donc, l'air est plus dense. Et il y a des vents qui peuvent soulever la poussière dans ces cratères-là, au point que la planète en entier peut se retrouver sous la poussière. Donc, c'est des tempêtes de poussière globales. Alors, imaginez, là, si demain, je vous disais, ouais, il y a une tempête de poussière qui va englober toute la planète. C'est quand même gigantesque là, comme tempête. Et ça arrive relativement souvent qu'on a des grosses tempêtes sur Mars au point qu'on peut plus voir la surface. Là. Vraiment une énorme tempête. Puis il y a juste les montagnes sur Mars qu'on voit dépasser des nuages. Mais sinon, ça devient complètement opaque de poussière. Ouais. Puis les images qui sont enregistrées avec Persévérance, elles sont envoyées ensuite vers la NASA? Oui, exactement. Mais moi, je suis en live en ce moment, fait que dans ma tête, ça va être comme directement envoyé tout de suite, instantanément. Ouais. Ça prend combien de temps pour que l'image puisse être retransmise? Ouais. Puis ensuite qu'on choisisse après comment le robot peut se déplacer ou quoi? Oui, donc en fait, c'est quand même très long. Parce que Mars, ça varie selon les journées et tout. Mais ça prend de comme 5 minutes à 25 minutes pour envoyer un signal. C'est quand même relativement rapide, là. Ce qui est relativement rapide, mais en même temps, tu sais, t'envoies une commande, 20 minutes plus tard, est reçu par Mars. Là, il te renvoie 20 minutes plus tard. Ça commence à être long, le temps de réponse. Mais ça se fait, au moins. Parce qu'en fait, les signaux, on utilise vraiment la même technologie qu'on utilise sur Terre. Là. On utilise la lumière, donc un signal radio, pour communiquer avec les robots comme ça. Donc, ça voyage à la vitesse de la lumière. Donc, c'est le plus vite qu'on peut faire. On ne peut pas vraiment s'améliorer là-dessus. Là. C'est vraiment physiquement
le plus rapide qu'on puisse faire. Donc vraiment, on envoie les messages comme ça. Puis on a en fait des satellites autour de Mars qui vont relayer l'information. Donc, par exemple, Persévérance a pris des photos durant la journée. Puis là, à un moment donné, la NASA dit « OK, envoie toutes tes photos de la journée au satellite. » Il va l'envoyer au satellite. Puis après, le satellite va l'envoyer vers la Terre. Et c'est capté par des grosses antennes radio sur Terre qui vraiment captent toutes les données de toutes les missions qui sont dans notre système solaire, littéralement. Donc, c'est aussi un bon travail de synchronisation. Il ne faut pas tout envoyer en même temps. Donc, ensuite, on reçoit les données par ces grosses antennes-là et c'est comme ça qu'on peut les traiter ensuite. Donc, ouais, c'est quand même... Il y a des analogies complexe. qui sont faites avec Windows 95. Okay, une époque, genre, où c'était assez long. Il fallait attendre longtemps. C'est un peu ça. Oui, mais c'est juste là, on a la meilleure technologie, puis c'est quand même long. Donc c'est quand même triste, ouais. On nous parle, pour revenir à la tempête de tantôt, Oui. l'Orgibus qui nous dit, enfin, grosse tempête, mais pression extrêmement faible, ça fait quasiment pas de vent, enfin, pas de pression. Mais dans le fond, ça aussi, c'est assez complexe, la météo. Bien, déjà, la météo sur Terre, c'est complexe. Alors, imaginez étudier ça sur notre planète, là. Donc, vraiment, c'est plein de petits phénomènes. Je suis pas experte en météorologie sur Mars, là, mais il arrive... c'est vraiment dans les cratères, là, dans les fonds des cratères que les vents s'accumulent. Mais le problème aussi, c'est que Mars est poussiéreuse. Dans le sens, ici sur Terre, là, il n'y a pas tant de poussière que ça, à part dans les déserts, par exemple. Mais sur Mars, toute la planète entière est comme recouverte de poussière. Il n'y a pas eu une goutte d'eau depuis des milliards d'années. Donc, c'est super sec. Et donc, il y a juste plein de poussière qui est partout sur la surface, que juste un mini coup de vent va tout faire lever. Et vu que l'atmosphère n'est pas dense non plus, bien, justement, ces poussières-là vont facilement se faire lever par même les petits vents. Les plus petits vents vont quand même faire lever la poussière. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de tempêtes. Quel pays a envoyé le plus d'astronautes dans l'espace? Ça devrait être les États-Unis. Donc, c'est pas mal eux qui ont envoyé le plus d'astronautes américains. Mais il y a aussi, tu sais, la NASA, elle envoie aussi d'autres astronautes de d'autres nations. Donc, mais quand même majoritairement, tu sais, chaque mission, souvent, il y a comme 2-3 astronautes américains, un astronaute canadien ou d'une autre nationalité. Donc, c'est les Américains qui ont envoyé le plus d'astronautes. Puis peux-tu me rappeler, à la Station spatiale internationale, c'est quel pays qui collabore dans cette station-là? Oui, ben là, il y a les États-Unis, le Canada, l'Agence spatiale japonaise, l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est pas mal les 4 plus gros. Okay. Puis sinon, il y a aussi des agences, pas indépendantes, mais dans le sens où il y a des astronautes qui viennent d'un pays qui n'ont pas une agence dans leur pays, mais qui sont quand même engagés par la NASA pour aller dans l'espace. Donc vraiment, présentement, c'est ça. Avant, il y avait les Russes qui collaboraient aussi, mais ils ont été retirés du contrat. Donc, ils ne sont plus des collaborateurs avec la Station spatiale internationale. Okay. Est-ce qu'on enchaîne? Oui, bien sûr. Alors, je vous parlais tantôt de Farah Alibé, qui est ingénieure aérospatiale à la NASA et qui m'a vraiment aussi inspirée parce que c'est impressionnant. Une Québécoise qui réussit à se rendre à la NASA, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis elle est vraiment extrêmement intelligente, compétente et je trouve qu'elle représente très bien Mars au Québec. Alors, parlant de femmes inspirantes, on a demandé à Farah Alibé quelles étaient des femmes qui l'avaient inspirée dans son parcours. Et donc, elle nous a présenté, il y a quelques femmes qu'on présente ici dans l'exposition. Donc, on va faire un peu le tour de ces femmes vraiment inspirantes, là. Donc, la première que Farah a nommée, c'est Raymonde de la Roche, qui est la première femme pilote. Donc, c'est la première femme à avoir eu son brevet de pilote en 1910. Donc, c'est vraiment tôt dans l'histoire. Donc, elle est vraiment une grande pionnière de l'aviation. Grâce à elle, ensuite, les femmes ont pu piloter. Donc, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle a fait. Malheureusement, elle est décédée d'un accident d'avion à genre 37 ans, quelque chose du genre. Donc, elle est décédée malheureusement. Mais grâce à elle, vraiment, l'aviation a été ouverte aux femmes.
Par la suite, on change de domaine. On a Rosalind Franklin, qui, elle, était physico-chimiste, donc elle faisait surtout de la chimie et tout. Et c'était vraiment une scientifique passionnée, là, qui aimait beaucoup les sciences. Mais malheureusement, à l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup leur place en sciences. Mais elle a quand même réussi à se faire une place et à étudier l'ADN, entre autres. L'ADN, c'est le code génétique qui décrit tout ce qu'on a dans notre corps, là. Donc, la couleur de nos cheveux, la taille de toutes nos cellules dans le corps et tout. Donc, vraiment, c'est la base de toute la vie sur Terre, c'est l'ADN. Et c'est elle qui a découvert la structure de l'ADN, donc qui ressemble à une hélice, comme ici. Donc, avant, on n'avait aucune idée de quoi ressemblait cette chose-là, mais c'est grâce à Rosalind Franklin qu'on a su à quoi ça ressemblait. En fait, elle a pris une photo de cet ADN-là. Mais malheureusement, quand elle a eu sa photo, elle s'est dit que c'était pas assez rigoureux scientifiquement pour comme tout de suite la publier. Il fallait qu'elle fasse d'autres recherches pour être sûre que comme ça soit bien une bonne recherche. Que sa recherche soit très rigoureuse. Mais son collègue a parlé de cette découverte-là à 2 autres messieurs. Et les 2 autres messieurs ont volé sa découverte, littéralement, sans lui en parler. Donc, eux, ils ont décidé de... C'est pas grave, on t'a trouvé ça, on va tout de suite le publier, puis on va pas te mentionner. Donc, elle a été mentionnée nulle part dans aucun de ces papiers scientifiques-là qui ont été publiés là-dessus. Et en fait, 9 ans plus tard, le prix Nobel a été offert à ces 2 messieurs-là qui ont volé la découverte de Rosalind Franklin. Et Rosalind Franklin n'a jamais été mentionnée nulle part. Donc, elle a longtemps été oubliée. Et en plus de ça, elle est morte d'un cancer un peu plus tard. Donc, elle n'a jamais pu avoir la reconnaissance qu'elle méritait pour son travail. Donc, ça a vraiment révolutionné la médecine. Ça, on en parle régulièrement en live. Oui. Des femmes oubliées, l'effet Mathilda et tout ça. Exactement, ouais. J'ignorais que c'était en fait des collègues. Elle avait comme parlé qu'elle pensait. C'est intéressant quand tu as dit la rigueur scientifique, elle n'était pas sûre de son cliché. Ouais. Et que genre c'était une excellente scientifique qui voulait juste vérifier son point, genre. C'est ça, ouais. En tout cas, ça vient me chercher beaucoup. Fait qu'on va enchaîner. Oui, il va être. C'est vraiment frustrant. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il faut raconter son histoire. Alors, sinon, ici, on a Gladys West qui a grandi aux États-Unis en pleine ségrégation raciale. Puis elle, c'est une femme noire qui a grandi sur une ferme. Et depuis qu'elle est jeune, elle s'est dit moi, je veux pas vivre sur la ferme toute ma vie. Il faut que je fasse autre chose. Donc, à l'école, elle était super performante. Elle avait les meilleures notes de sa classe, au point où elle a réussi à obtenir une bourse pour aller à l'université. Puis c'est là qu'elle a étudié les mathématiques. Elle a fait une maîtrise en mathématiques. Donc, vraiment une femme incroyablement intelligente. Et c'est grâce à elle qu'on a nos GPS. Vous savez, là, ce qu'on utilise tous les jours pour savoir le chemin pour aller à l'école, par exemple, eh bien, c'est grâce à elle qu'on a ça. Elle a vraiment établi les bases du GPS. Puis, quand elle a travaillé là-dessus, elle s'était même pas rendue compte de l'importance de ses travaux. Puis jusqu'à tout récemment, je pense que, je suis pas sûre si elle est encore vivante, mais elle dit qu'elle n'a jamais utilisé le GPS encore aujourd'hui. Elle préfère les bonnes vieilles cartes, là. Mais quand même, grâce à elle, c'est quand même drôle. Mais c'est quand même incroyable qu'une femme comme elle, c'est grâce à elle qu'on a nos GPS. Et pourtant, peu de gens la connaissent. Donc, Gladys West. Par la suite, nous avons Margaret Hamilton, qui est une mathématicienne et elle a travaillé sur la mission Apollo 11, la première mission où on a envoyé des hommes sur la Lune. Donc, vous savez, le premier pas là, de Neil Armstrong sur la Lune. Eh bien, c'est en partie grâce à elle que ça a eu lieu. Parce qu'elle a été engagée comme ingénieure logicielle à la NASA pour les missions Apollo à seulement 25 ans, donc vraiment au début de sa carrière. Et elle a développé un logiciel qui allait vraiment aider le module d'alunissage pour permettre aux astronautes d'allunir sur la Lune. Et en fait, quelques minutes avant l'alunissage, il y a eu un gros bug dans le module qui faisait en sorte que le module n'écoutait plus rien. Il n'y avait plus d'informations qui rentraient dans sa tête. Donc, c'est le logiciel de Margaret Hamilton qui permettait de faire
comme abstraction à toutes ces informations-là et de se concentrer sur une tâche précise. Donc, c'est son logiciel qui permettait ça. Et c'est elle qui a pensé que ça serait peut-être intéressant d'avoir ce logiciel-là à bord. Et grâce à ça, ils ont pu atterrir sur la Lune. Mais sans son logiciel, qui sait ce qui aurait pu passer? Peut-être qu'il aurait craché sur la Lune. Peut-être qu'il aurait... on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Donc, c'est vraiment grâce à son logiciel que l'alunissage a pu être réussi. Donc, merci à Margaret Hamilton. Deux dernières, c'est Sally Ride et Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova, c'est la première femme à être allée dans l'espace, envoyée par l'Union soviétique en 63. Et Sally Ride, première femme américaine, 20 ans après. Donc, quand même, la NASA était en retard pour leur première femme dans l'espace. Mais ils ont vraiment inspiré beaucoup de gens. L'exposition ici, elle est toute nouvelle, right? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an environ, ouais. OK. Puis elle reste encore une autre année. Donc, vous avez le temps de venir la voir. Très cool. On a une question de Famille Rancourt qui nous demande comment les robots réussissent-ils à traverser les tempêtes de sable et à envoyer des images claires quand même? Bonne question. Mais dans le fond, à ce que je sache, je ne sais pas s'il y a eu une grosse tempête de sable récemment ou si elle dure très longtemps. Là. Mais sinon, il y a beaucoup de journées sur Mars où le temps est clair. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sinon, les rovers comme Curiosity et Perseverance, ils n'ont pas de panneaux solaires. En fait, ils fonctionnent avec du plutonium. C'est comme une petite batterie qu'ils ont dans leur ventre et tout, là, qui leur permet de fonctionner sans dépendre de la lumière du soleil. Donc, ça leur permet de fonctionner, peu importe qu'il y ait des tempêtes de sable ou pas, parce qu'il s'est arrivé par le passé des missions que leurs panneaux solaires ont été recouverts de sable, puis la mission a été finie comme ça parce qu'on ne pouvait plus les récupérer. Mais nos rovers Curiosity et Perseverance, ils peuvent toffer malgré les tempêtes de sable. Ouais. Une autre question, est-ce qu'on prévoit lancer de nouveaux robots sur Mars? Si oui, pourquoi faire? Oui, donc dans le fond, il y a l'Agence spatiale européenne planifie lancer un nouveau rover qui s'appelle Rosalind Franklin, comme la femme qu'on a vue plus tôt. Oui, c'est en son honneur. Puis, par contre, il y a eu des petites complications parce que c'était un partenariat avec la Russie. Mais là, la Russie a comme... On l'a abandonné. Et donc, elle s'est retrouvée un peu comme tout seule. Mais la NASA a décidé de combler ce que la Russie aurait fait. Donc, dans les années fin 2020, on devrait envoyer Rosalind Franklin, qui est un autre rover, sur Mars. Puis le but, c'est vraiment d'explorer d'autres endroits sur Mars. Parce que Mars, là, c'est une planète au complet. C'est une énorme planète. Alors, imaginez essayer de comprendre la Terre en prenant une roche dans le désert du Sahara. Ça vous dit pas grand-chose sur l'ensemble de la planète. Bien, c'est un peu la même chose avec Mars. C'est qu'on a besoin de roches un peu partout sur la planète pour bien comprendre l'ensemble de la planète. Donc, vraiment, c'est important d'avoir le plus de missions possible pour tout comprendre de Mars. Si on trouve des traces de vie sur Mars, est-ce que ça pourrait être la source de la vie chez nous? Oui, en fait, c'est une hypothèse, parce qu'on n'a pas encore trouvé de vie sur Mars, mais s'il y en a, ou s'il y en a eu même, bien, peut-être qu'elles ont quelque chose en commun, que la vie aurait peut-être commencé sur Terre et elle aurait peut-être été transférée sur Mars par des astéroïdes, des comètes par exemple, ou peut-être l'inverse, que Mars avait de la vie et qu'il y a eu des morceaux de Mars qui sont tombés sur la Terre, qui ont créé de la vie sur la Terre aussi. Donc peut-être qu'il y a une origine commune s'il y a de la vie sur Mars, mais peut-être aussi que c'est comme une vie indépendante de la Terre. Et si c'est ça, bien, ça serait vraiment impressionnant parce que ça voudrait dire que la vie est sûrement abondante dans l'univers. Si on a 2 sources indépendantes de vie, d'origine de vie, sur 2 planètes dans un même système solaire, ça veut dire qu'il y a sûrement de la vie partout dans l'univers, dans les autres systèmes planétaires, sur plein d'autres planètes. Donc peut-être que la vie est super abondante. Donc ça, c'est un mystère qu'on aimerait savoir s'il y a de la vie. D'abord, il faut trouver de la vie sur Mars pour le savoir. Mais même de la vie passée pourrait nous indiquer s'il y avait de la vie sur Mars, si elle ressemble à la Terre ou pas, à la vie sur Terre. Pourquoi Mars s'est asséché? Oui, donc dans le fond, Mars, elle est plus petite que la Terre, 2 fois plus petite. Et donc, son noyau s'est refroidi plus rapidement que la Terre. La Terre, ça va durer encore des milliards d'années. Mais Mars, son noyau s'est refroidi très rapidement.
Et à cause de ça, elle a perdu son champ magnétique. Parce que sur Terre, on a un beau champ magnétique qui nous protège contre les radiations du Soleil. Mais Mars, elle n'a plus de champ magnétique, elle l'a perdu. Et à cause de ça, elle était juste exposée à tout le vent solaire, toutes les radiations que le Soleil nous envoie. Et ça a soufflé l'atmosphère de Mars. Et avec ça, ça l'a aussi fait évaporer l'eau, parce que là, les variations de température sont grandes aussi. Puis sans atmosphère, l'eau peut juste partir dans l'espace, puis disparaître dans le vide de l'espace. Donc c'est vraiment, c'est à cause de l'absence de champ magnétique que Mars a plus d'eau à la surface. Mais peu de chances d'en trouver, pas plus que des batteries, car Mars était déjà vivable. Quand sur Terre commençait tout juste la vie bactérienne, il y a sûrement eu pas assez de temps, de bonnes conditions sur Mars pour qu'elle se développe plus que des bactéries. Commentaire de Lorgibus que je te retransmets. Effectivement, ça se peut très bien que la vie ait peut-être pas eu le temps de se développer sur Mars, parce que c'est vrai que c'est quand même assez court. Mais on pense quand même qu'il y a eu de l'eau sur Mars pendant 1-2 milliards d'années environ, là, si je me souviens bien. Donc, ça aurait peut-être qu'il y aurait eu du temps pour que la vie se développe. Parce qu'en fait, ici sur Terre, on estime l'origine de la vie à comme 3,9 milliards d'années, quelque chose du genre. Et la Terre est formée depuis 4,5 milliards d'années. Donc, elle est arrivée vraiment plus tôt que ce qu'on pensait sur Terre. Donc, peut-être que ça prend pas tant que ça pour que la vie se développe sur une planète. Mais ça, on ne sait pas encore. Il faut découvrir de la vie ailleurs pour savoir. J'aimerais ça qu'on aille juste là-bas. On n'a pas vu la petite ombre. Oui, le petit dôme. Oui, ça fait une petite visite de Mars. Est-ce que ça capte encore? Allez, juste ici, encore une fois. N'hésitez pas à venir visiter cette expo du planétarium. On n'a fait qu'une seule partie. Vous avez une autre partie à droite qui est beaucoup plus interactive. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ici. Juste ici, est-ce que ça c'est des images... Oui, ici c'est une petite fenêtre sur Mars, dans le fond. Donc on peut voir à quel point c'est... ici on parle justement de la tempête de sable qui recouvre Mars. On me demande de repasser dans le tunnel avec les plantes bleues. Oui, parfait, oui. Écoutez, si vous voulez qu'on fasse ça maintenant, on fera ça maintenant. As-tu quelque chose à rajouter ici, peut-être? Ben, vous voyez que Mars, est-ce que ça vous tente d'aller vivre là-bas? Allez. C'est vraiment un terrain très plat, juste des roches, rien, pas de végétation. Donc, on est super bien sur la Terre, vraiment. On a une magnifique planète. Par exemple, le sol sur Mars, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de nutriments sur Mars, dans le sens où, ici sur Terre, le sol est riche en nutriments parce qu'il y a plein de matières organiques, il y a des bactéries qui aident à la croissance des plantes. Mais sur Mars, il n'y a pas de vie. C'est vraiment aride comme sol. Donc, il n'y a pas de nutriments. Donc, un des enjeux, c'est est-ce qu'on va être capable comment on va pouvoir ajouter des nutriments à cette terre-là et tout, à ce sol-là sur Mars. Donc ça, c'est aussi un des enjeux. C'est ça que les gens essayent de tester, comment faire pousser des plantes dans un sol qui ressemble à celui sur Mars. Il y a aussi une question de gravité. La gravité, ça permet aux plantes de faire pousser leurs racines dans le sol, puis ensuite ils poussent vers le haut. Donc vraiment, les plantes ont évolué pour grandir sur une planète comme la Terre, avec une certaine gravité. Donc, quand on les met dans un environnement sans cette gravité-là, ben on veut savoir qu'est-ce que ça fait à ces plantes-là. Et c'est entre autres ce qu'on essaie de tester dans la Station spatiale internationale, de voir comment ça affecte la croissance des plantes. Et entre autres, une des choses qu'ils ont trouvées, c'est que les racines, sur Terre, ils poussent vers le sol, parce que c'est là qu'il y a les nutriments et tout. Mais dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de direction vers le bas, là, les plantes ils flottent un peu partout, mais les racines vont pousser dans la direction des nutriments. Ils vont pousser là où il y a le plus de nourriture, de nutriments pour eux. Donc, ça semble marcher. En fait, on est capable de faire pousser de la laitue dans l'espace. Donc, qui sait, peut-être avec le sol martien aussi. Mais c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui travaillent sur ce défi-là, d'essayer de faire pousser des plantes sur Mars et dans l'espace. Ouais. C'est tellement un défi tellement Il y a tellement de défis, c'est incroyable. Ouais, vraiment, vraiment. On peut ressortir? Oui. On s'installe comme on était avec Étienne tantôt? Ah oui, parfait. On termine le live. Ah oui, c'est bon ça? Oui, parfait. Est-ce qu'on ressort par l'autre côté ou par ici? Ouais, par l'autre côté peut-être, ouais. Comme ça, au moins, on fait le petit sûrement des gens, ouais. Il y aura un peu...
on va un peu visiter les autres salles, mais on va passer à travers. Et sans plus de détails, non, c'est ça. On vous laisse découvrir. Oui, exactement. Il faut venir pour le voir. Les comptes commencés. 90 secondes. Pardon. Et la mission se termine ici. Et voilà. Dis-nous un petit peu, elle vient d'où cette passion pour l'espace? Oui, mais dans le fond, elle vient du planétarium. Donc, je travaille aujourd'hui comme animatrice scientifique au planétarium. Donc, je fais les spectacles et tout dans les dômes là, du planétarium. Et en fait, à l'âge de 9 ans, le planétarium venait d'ouvrir ici. Puis, je suis allée pendant mon congé de Noël. Puis, j'ai juste adoré tout ce qu'on me racontait sur l'univers. Puis, cette passion-là m'a pas lâchée comme jamais. Tous les jours presque, j'apprends des choses sur l'espace depuis que j'ai 9 ans. Donc vraiment là, je lis des livres, des documentaires. J'ai appris plein de choses par moi-même. Et c'est d'ailleurs toutes ces connaissances-là que j'ai appris par moi-même qui m'ont permis d'avoir ce travail-là aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai appliqué pour devenir animatrice scientifique il y a 2 ans. Puis j'étais encore au cégep. Puis la demande d'application, il demandait un DEC, donc un diplôme au cégep, ce que j'avais pas. Mais j'étais en train d'étudier, j'étais en train de faire mon DEC là, en sciences. Ben là, j'ai quand même osé appliquer. J'étais comme, c'est vraiment ce que je veux faire. Genre, c'est la job de rêve. Puis on m'a pris. Et depuis, genre, j'adore ça. C'est fantastique. Je suis vraiment à ma place. Puis, comme quoi, il faut oser. Oui, vraiment, honnêtement, oui. C'est ma mère qui m'a dit essaye. Le pire qui arrive, c'est qu'ils ne répondent pas. C'est vraiment ça. Donc, je suis fière d'avoir fait. Est-ce que Danica pourrait nous dire pourquoi on a eu plusieurs aurores boréales partout sur Terre pendant un moment, que ce soit à Montréal et ailleurs? Merci, avec beaucoup de cœur. Oui, donc en mai dernier, je pense que c'était le 14 mai, là, on avait eu des magnifiques aurores boréales. Moi, j'ai pu les voir de chez moi à Repentigny. Je suis allée dans un champ proche de chez nous, puis comme c'était incroyable. Il y avait même des aurores au-dessus de nos têtes, rouges, puis vertes et tout. Je m'attendais pas à voir des aussi belles couleurs. Puis en fait, c'était exceptionnel. Donc, si vous avez pu les voir à ce moment-là, ben genre, soyez chanceux, sentez-vous chanceux d'avoir pu vivre ça. C'était assez exceptionnel. Parce que dans le fond, c'est que le Soleil, il y a des cycles d'activité. Puis, sur environ un cycle de 11 ans. Donc, chaque 11 ans, il devient plus actif. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'éruptions solaires. Puis, c'est les éruptions solaires qui causent les aurores ici sur Terre. Donc, on voit plein de particules chargées dans l'espace qui frappent la Terre, en fait, qui frappent le champ magnétique de la Terre, puis qui sont redirigés vers les pôles, puis ça fait des aurores boréales. Puis, en mai dernier, on a eu une énorme éruption solaire en direction de la Terre, parce qu'en plus, il faut que ce soit bien aligné, dans le sens il faut que la Terre soit directement dans la mise de l'éruption. Et donc, on a pu avoir d'énormes aurores boréales qui sont descendues jusqu'en Floride. Comme vraiment... c'est fou. Oui, c'était exceptionnel. Vraiment. Puis ça dure, tu sais, le maximum dure environ 1 an et tout, qu'il y a beaucoup d'activités. Puis en octobre, début octobre, si je me souviens bien, il y a eu d'autres aurores. Il faisait nuageux ici à Montréal, mais ailleurs au Québec, on a pu en voir aussi. Donc on est vraiment dans une bonne période pour avoir la chance de voir des aurores boréales. Là, ces temps-ci, le soleil a été comme... Il n'y a pas eu beaucoup d'éruptions solaires qui sont comme dans notre direction puis qu'on a pu voir. Mais qui sait, genre peut-être cet été, il va sûrement avoir d'autres alertes d'aurore. Mais l'affaire, c'est qu'on peut pas les prédire, ces éruptions-là. Donc souvent, c'est le jour même. On dit, il y a des bonnes chances d'avoir des aurores. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais peut-être qu'il va en avoir beaucoup aussi. Donc il faut être flexible. Si vous voyez une alerte d'aurore,
planifier où aller et tout, mais ça se peut qu'il n'y ait rien aussi. Mais ça se peut aussi qu'il y en ait. Mais plus vous allez au nord, plus vous avez de chances de voir des aurores aussi, parce que c'est juste quand c'est vraiment des tempêtes extrêmes que là, ça va plus au sud. Mais sinon, en Abitibi, ils sont chanceux, ils en ont souvent. Donc, allez au nord si vous voulez avoir plus de chance. De regarder une aurore boréale, c'est beau, mais c'est pas un peu dangereux, comme regarder un micro-ondes sans le fil de sécurité sur la vitre, par exemple? En fait, c'est pas dangereux de regarder des aurores boréales. C'est en fait, c'est même pas tant lumineux que ça. Puis vous pouvez prendre en photo avec vos téléphones pour mieux voir dans le fond. Il n'y a aucun danger, absolument aucun danger. Donc c'est safe. Oui, complètement safe. Juste que vous allez moins dormir. Oui, c'est ça. Vous allez chasser les horaires. Oui, c'est ça. Vous allez rester dehors toute la nuit. Vous allez peut-être avoir froid, mais c'est... Une bonne grosse doudoune. C'est ça. Et du café. Exactement. C'est pas business. Mais c'est bon de le préciser parce que c'est vrai qu'on pourrait éventuellement penser que... Mais il n'y a aucun danger. Donc allez-y, tout est safe. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout des petites questions. Mais c'est chouette en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie... on sent ta passion pour le spatial de manière générale, ça c'est chouette. Puis la partie robot m'a fasciné. Moi, ça me fascine vraiment les robots, là, par exemple. Réussir à créer une technologie qui puisse aller se balader dans un endroit où personne n'a jamais été. Genre, littéralement, c'est quand même assez incroyable quand tu y penses. C'est fou qu'on soit capable de faire ça. Ouais, et qu'on ait des images qui reviennent, et que ça va prendre du temps et des mois et des mois et des années pour essayer de continuer à gratter l'histoire de cette planète-là. Puis la partie, encore une fois, moi, fan scientifique, ça me trigger souvent, mais je trouve ça le fun de pouvoir le repréciser et je trouve que c'est une partie extrêmement importante dans l'expo aussi. Et c'est le fun parce qu'on se rend compte à quel point tout est multidisciplinaire de plus en plus. Tu as parlé de l'ADN, après on a parlé de technologies comme le GPS, les caméras, etc. C'est pas juste technologiquement parlant, c'est pas juste un robot. Non. C'est comme toutes les disciplines sont mises à l'avant et sont complémentaires entre elles pour ensuite continuer à explorer la planète et aller un peu plus loin. Juste la recherche de la vie, on a besoin de biologistes là, pour comprendre tout ça. Donc, les astrophysiciens, les microbiologistes, tout ça, ils travaillent tous ensemble. 100%. Et tout le monde te dit, Danica est une passionnée, c'est merveilleux d'entendre ces explications. Un gros merci, plein de cœur. Ton phénomène ou objet astronomique préféré? Oh, je pense l'éclipse totale, les éclipses. J'en ai juste vu une, celle du 8 avril, que j'espère que vous avez vu aussi. Mais vraiment, c'était juste incroyable. C'était surréel. Genre, quand c'est arrivé, j'étais juste comme... Mon cerveau ne comprenait pas ce qui se passait. C'était vraiment, vraiment fou. C'est vrai, moi je pense que j'ai le même feeling que toi. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de regarder là à ce moment-là. C'est tellement bizarre, là. Puis t'as été la voir à... J'étais au Parc Jean-Drapeau. Okay. Puis j'animais aussi là-bas. Donc c'était super d'être avec autant de gens. On était des milliers. Puis parce que ma réaction quand j'ai vu l'équipe, c'était de crier. J'ai crié de toutes mes forces. Mais une chose que j'étais avec beaucoup de gens qui criaient aussi. Parce que si j'étais comme toute seule sur un balcon dans ma cour, ça aurait été dérangeant. Quoique. Il faut laisser parler ses émotions. C'est ça. Parlons de l'Astrofest 2025 qui a lieu du 6 au 8 juin. Oui, exactement. Donc, c'est cette fin de semaine-là. Je pense 7-8 juin. Puis, au planétarium, on a plein de kiosques de toutes sortes d'institutions puis d'agences, entre autres l'Agence spatiale canadienne, qui viennent au planétarium présenter toutes sortes de projets. Donc, c'est vraiment un événement grand public. Donc, vous faites juste rentrer, parler aux gens, plein d'astronomes passionnés. Donc vraiment un événement à ne pas manquer. Il y a aussi des activités pour les plus jeunes. Entre autres, une que j'aime beaucoup, on fait des lancements de fusées à eau. Donc on vous fait fabriquer une petite fusée qu'on fait lancer ensuite. Donc ça, j'adore faire ça. Donc je vous invite à venir. Très cool. Donc 6 au 8 juin, toutes les informations sont sur le site d'Espace pour la vie. Astrofest. Merci beaucoup, Danica. Ça fait plaisir d'avoir été avec nous. Je remercie encore une fois infiniment Espace pour la vie de nous avoir donné accès à ces coulisses du biodôme et à nous avoir donné accès à des spécimens avec l'insectarium, entre autres, et puis à l'exposition derrière.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un live comme celui-là, c'est un live qui est très particulier, qu'il faut faire des demandes particulières, qu'on ne peut pas aller dans un musée comme ça pour se faire plaisir d'aller dans un musée comme ça. Quand on a une caméra, c'est en public, donc il faut respecter certaines règles et c'est important de le faire. Donc merci infiniment Espace pour la vie de me faire confiance dans ma création de contenu, dans mon projet Sens à la carte, pour me permettre de vous retransmettre tout ça. Je remercie Reynald Dagfous d'avoir été avec nous ce matin, malgré tous les aspects techniques, et également sa collègue Linda. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Étienne Farran pour son dynamisme et pour tous ces petits échantillons que je vais pouvoir ramener à la maison ce soir. Ça, c'est cool. Le petit grignotage pour le 5 à 7 de ce soir, je l'ai ici, c'est parfait. Avec les petits Saint-Pellegrino, je vais me faire plaisir ce soir en rentrant à la maison. Merci infiniment également à Danica Belzil pour la très belle exposition tantôt. On n'a fait qu'un seul petit bout. Le deuxième partie, ça va être à vous d'aller la découvrir directement avec la partie plus interactive des petits films et tout ça. Le but est de vous donner envie en fait d'aller découvrir cette exposition-là. Évidemment qu'on n'a pas pu la faire à 100%, mais on avait un accès privilégié avec une experte et surtout une animatrice qui connaît, vous avez vu, elle connaît beaucoup de choses sur l'espace et sur le spatial. Elle a été vraiment excellente. Donc c'était vraiment du contenu, du bonbon et j'espère en tout cas que vous avez aimé partager ce moment-là avec Danica. Merci évidemment à Espace pour la vie puis Marika Deschambault pour tout le soutien évidemment de l'organisation derrière, le fait de booker toutes les personnes, toutes les spécialistes. Également Isabelle Mas qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais je sais qu'elle aurait voulu vraiment être là. J'espère que tu vas bien Isabelle, que tu vas mieux. Également José Bolduc que j'ai croisé ce matin. Merci beaucoup équipe. Communication, marketing, éducation, événementiel. Merci infiniment encore une fois Espace pour la vie de me donner accès à des endroits comme celui-là. C'est vraiment assez fou de faire ça en live sur Twitch. Évidemment que je remercie également Fanny Rohrbecher pour le soutien, me faire confiance encore une fois avec Science pour tous. Ça fait maintenant depuis 2021 que je collabore avec Science pour tous pour vous proposer des lives comme ceux-là. C'est des lives qu'on modifie un peu chaque année, on essaie de trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses. Là cette fois-ci c'était 100% en live mobile avec un aspect technique qui est challengeant, vous l'avez vu ce matin avec l'aspect connexion internet qui n'est pas toujours facile. Mais ça permet d'avoir des belles images, des images qu'on n'aurait pas si on était sur un plateau télé plus classique. Là on est en format mobile, c'est un format inédit, c'est rare que d'autres créateurs de contenu puissent le faire. Donc je suis très content de pouvoir vous proposer ce genre de contenu là. Ça me tient beaucoup à cœur, donc merci infiniment à Science pour tous et Espace pour la vie. Et puis à vous sur le chat, merci beaucoup pour toutes vos questions. Vous avez été très nombreux aujourd'hui à poser plein de questions et je pense que c'était un live qui était riche en contenu, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer et toutes les questions étaient extrêmement pertinentes. Donc merci pour ça. Et puis, je remercie également toutes les écoles qui se sont connectées, les enseignants, enseignantes. Je ne sais pas si vous êtes encore là, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Merci à vous d'avoir été présentes. Ce live-là, notre public, c'était évidemment le public cible, c'était Twitch, évidemment, puis la commu. Vous connaissez bien la chaîne, mais évidemment que nous aussi, ce qu'on voulait cibler, c'était les écoles. Et on a beaucoup d'écoles qui nous ont rejoints, qui proviennent de toute la province. Des écoles qui en général malheureusement ne font pas tout descendre à Montréal, donc le fait de rendre disponibles des expositions, des coulisses comme ça dans des musées aussi importants que les musées de l'Espace pour la vie, je trouve ça vraiment trop chouette, tellement important et merci encore infiniment pour votre présence. À très bientôt, ciao.